Diplômé en criminologie, Jean-Pierre Charbonneau est d'abord connu comme journaliste. Élu en 1976 dans le premier gouvernement du Parti québécois, il se démarque par sa fougue dans la défense de ses dossiers. Après une trêve politique à l'étranger, il devient le 40e président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Charbonneau. Oui, bonjour, John. Bienvenue à Mémoire des députés. Bien, merci. Bien, c'est notre troisième rencontre. Oui, absolument. On va finir par en prendre une habitude. Et qu'est-ce qui vous a ramené à la politique en 1994, cette fois dans le comté de Bordura? Ce qui m'avait amené en politique en 1976, le fait qu'il y ait un référendum d'annoncer et une aventure pour faire un pays à nouveau, avec probablement, je le sentais, plus de possibilités qu'on pouvait en ressentir dans les années 70, en 76, 80. Là, il y avait eu toute cette effervescence de 15 ans, le lac Meach, tout ça. Alors, moi, j'avais l'intuition, puis j'étais revenu d'Afrique. Même de l'Afrique, je voyais que tout se remettait à bouger, le lac Meach était tombé, le bloc avait été créé, il y avait une effervescence autour de la question nationale. Et quand je suis revenu d'Afrique, une des premières choses que j'ai faites, je pense que c'était à l'automne 90, ou... En tout cas, je suis allé témoigner dans la commission Bélanger-Campo à Saint-Hyacinthe. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Lucien Bouchard pour la première fois, puis je pense qu'il aimait l'approche que j'avais, qui finalement a été l'approche qui a été utilisé pour le référendum. Tu sais, ratisser plus large, faire une véritable coalition, proposer, dans le fond, à nouveau la souveraineté association et pas l'indépendance uniquement, mais avec une différence fondamentale, c'est-à-dire on ne fait pas deux référendums. On propose la souveraineté association, mais dans le fond, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que si les gens votent oui, on fait. Puis s'ils ne veulent pas, l'autre côté, bien, on la fait pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un référendum de ratification d'une entente. Oui. On négocie une entente avec un mandat de faire un pays, puis s'ils ne veulent pas, bien, on fera un pays sans association. Et puis, c'était ça. Alors, tout ça, je sentais qu'il y avait une possibilité. Bon, bien sûr, comme j'avais quitté quand Parizeau est arrivé, je n'étais pas dans son plan de match, puis dans ses favoris. C'était correct, sauf que le hasard a fait que la personne qui me remplaçait dans mon comté, qui était une femme, bon, les gens n'étaient pas satisfaits, ça ne faisait pas l'affaire. Et puis, si ça avait fait l'affaire, puis j'avais senti que les gens dans mon comté étaient satisfaits, je n'aurais pas été me présenter contre elle. Ou j'aurais peut-être été ailleurs si on m'avait proposé. Mais comme je n'étais pas dans, comme on dit, dans Slate de Parizeau, on ne m'aurait pas proposé d'autres choses de toute façon. Mais les gens du comté voulaient que je revienne, puis ils n'étaient pas contents. Puis au PQ, c'est un avantage, c'est que c'est les membres qui décident. Le chef, des fois, n'aime pas tellement le choix des membres, mais en général, il est obligé de se plier, à moins qu'il y ait une raison d'éthique majeure à refuser un choix que les membres ont fait à l'Assemblée d'investiture. Alors, les gens, on a formé une équipe, puis on a gagné la convention, l'Assemblée d'investiture. Il restait, je pense, 3 semaines aux élections à ce moment-là, en 1994. Ça a été la dernière Assemblée d'investiture la plus courue. Et mes adversaires, il y avait le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, Guy Boutier, puis le député, et le député était appuyé par Jean Garon, puis quelques autres députés, puis Boutier par Camille Lorrain. Tu sais, tu avais le père de la loi 101 contre toi, puis plusieurs députés, puis une vedette comme Jean Garon. J'ai gagné la convention haut la main, 80% du vote. Ça a été la plus grosse convention. Alors, ça m'a ramené à l'Assemblée nationale, mais c'était pas dans les bonnes grâces du prince à ce moment-là. Puis, malgré tout, j'avais fait un discours, justement, je crois, qui donnait la direction. C'est-à-dire, j'avais dit, la souveraineté, là, on va réussir si on fait une autoroute large. Si on est juste tout seul sur l'autoroute, ça ne marchera pas. Il faut qu'on élargisse puis que, finalement, ce soit un grand mouvement. Ce qui a fait la différence, au bout du compte, c'est que, parce que Lucien Bouchard, avec Mario Dumont, ont réussi à convaincre M. Parizeau de revenir au credo de René Lévesque, c'est-à-dire la souveraineté association, sans le trait d'union.
Autrement dit, pas de deuxième référendum, puis qu'il n'y a pas une obligation d'association s'ils ne veulent pas. Alors, M. Parizeau, ça a été le partenariat. Et la question était plus claire que celle de 80, moins alambiquée. Et en même temps, ben, je veux dire, l'idée, c'était que ce processus-là puisse fonctionner. Et là, M. Parizeau, je ne sais pas comment ça s'est arrivé, mais des gens l'ont convaincu qu'il ne se passerait rien s'il ne faisait pas un coup d'éclat. Et le coup d'éclat, c'était que les gens avaient peur de lui. Donc, lui incarnait la résistance face au désir. Son volontarisme plaisait à ceux qui étaient convaincus, mais faisait peur à ceux qui étaient ambivalents. Alors que Bouchard, qui avait un aura de presque saint du ciel avec son accident, sa maladie qui a failli l'emporter, tout ça, était devenu une icône et parlait aux gens sur une base de l'émotion. Et lui, finalement, il laissait le désir s'exprimer. Et finalement, le résultat du référendum, là, peu importe les controverses sur qui a gagné, puis réellement, ça a été que 60 et un peu plus de Canadiens français, de Québécois d'origine ethnique canadienne-française, comme dit la commission Bouchard-Taylor par la suite, quelques années plus tard, et puis d'autres francophones qui sont intégrés, ont voté oui. Les autres, ben, 95 des gens ont voté non. Mais le changement, il aurait fallu plus de temps pour que les autres Québécois adhèrent aussi. Ça veut dire que... Mais, bon, ces choses ne sont pas déroulées de cette façon-là. Et, bon, on connaît la suite. M. Parizeau a fait son discours qui était... et moi-même, j'ai écrit un texte d'opinion pour me dissocier de ce discours-là. Même si, quand on le regarde, ce qu'il disait, ce qui a choqué M. Parizeau, c'était, dans le fond, mais il s'est mal exprimé, c'était qu'il y a 3 organismes de 3 communautés qui ont parlé au nom de leur communauté. C'est le Congrès juif canadien, le Conseil italo-canadien, puis je penserais le Congrès hellénique canado. Et puis, ces 3 organismes-là ont pris position pour le non, peu de temps avant. Et je pense que ça, M. Parizeau ne l'a pas pris. C'est comme si des gens disaient, nous autres, notre communauté, on va tous voter en bloc pour le non. Alors, le concept des votes ethniques, c'était pas des votes ethniques, c'est que certains votes ethniques qui ont été comme orchestrés. Bon, je pense que c'était pas habile et ça a créé une brisure et ça a créé comment je pourrais dire, une blessure entre les Québécois de nouvelle souche, en particulier, et le Parti québécois. Et on paye encore le prix de ça aujourd'hui. Comment avez-vous vécu la défaite? Beaucoup plus durement qu'en 80. Parce que là, justement, on avait la conviction qu'on était sur un élan, là. Il y avait quelque chose qui... et puis, on a vu, finalement, le camp du non qui ne respectait pas les règles du jeu. Le gouvernement fédéral qui a financé. T'sais. On ne connaissait pas tous les détails, là, mais on a vu que, finalement, encore une fois, les règles du jeu n'avaient pas été respectées. Nous autres, on était naïfs. On s'imaginait là, que les gens de l'autre côté respectent les règles du jeu parce qu'on est en démocratie. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de faire très longtemps avant le référendum, M. Parizeau puis le gouvernement auraient dû demander à des observateurs internationaux de venir surveiller le processus référendaire et de témoigner longtemps d'avance, justement pour savoir si, quand on donne des certificats de citoyenneté à des gens quelques semaines avant, en accélérant tous les processus, si c'est correct au plan démocratique. Quand on ne respecte pas les règles de financement de la loi sur le référendum puis des dépenses au Québec, est-ce que c'est correct ou pas correct? Quand on fait un love-in puis que ben du monde, finalement, arrive avec des autobus ou des avions nolisés de l'extérieur, bon, tu sais, mais on n'a pas fait ça. Et donc, c'est clair qu'il y avait une grande frustration puis une colère. On avait l'impression qu'on s'était fait voler. On n'aurait pas eu 70 du oui. Mais si on avait eu 52, 53 50, à la limite 51 la dynamique aurait été différente. Ça aurait été plus difficile que si on avait une majorité plus forte. Mais ce qui est de la plus grande frustration, ça, je l'ai écrit et puis je l'ai dit à quelques reprises, y compris dans des publics indépendantistes, c'est que la bêtise, c'est qu'une fois qu'on arrive au résultat, qu'on constate ce résultat-là, moitié-moitié, on ferme les livres, puis on passe au déficit zéro. On aurait pu dire aux Québécois, on vient de se diviser moitié-moitié.
la majorité des gens, vous avez voté pour un changement. Pas tous pour l'indépendance, mais tous pour une plus grande autonomie du Québec. C'est ça qu'on nous avait promis en 80, c'est ça que le premier ministre fédéral nous a promis cette fois-ci encore. Alors maintenant, on va s'organiser ensemble. Puis on aurait pu mettre un mécanisme de préparation, de négociation avec Ottawa sur une nouvelle base créée. Parizeau, lui, il n'avait pas prévu de plan B. Il a coupé les amarres, puis c'était ça, puis il était sûr qu'il gagnerait. Et moi, j'ai dit ça, c'est de la bêtise. Parce qu'on aurait dû avoir un plan B. Prévoir que si on perd avec une si petite marge, qu'est-ce qu'on fait? On continue, on fait pas... C'est pas comme... On n'a pas mobilisé cette société-là depuis 30 ans, puis depuis 15 ans, depuis l'autre référendum, pour rien faire après. Vous s'imaginez que parce qu'on aurait le déficit zéro, tout serait réglé? Non. Et puis Lucien Bouchard, lui non plus, n'avait pas... D'ailleurs, c'est lui qui a embarqué dans le déficit zéro, devenu premier ministre, et puis tout ça. Ils ont bien essayé, puis... Chrétien a été plus habile que Trudeau, a fait une loi nommée Dion, de la clarté, tout ça. Et puis on a essayé de faire un contre de tout ça. Mais je veux dire, on avait, entre le référendum puis ce moment-là, le momentum était passé. Et ça, dans le fond, il y avait la colère contre, et la frustration contre les tenants du non qui ont, à mon avis, manœuvré pas toujours correct. Puis il y avait cette frustration et cette colère-là envers nos leaders qui n'ont pas fait ni de post-mortem puis qui n'avaient pas préparé la suite correctement. Ça, je trouve que finalement, c'est peut-être la plus grande erreur historique qu'on a faite. Et Lucien Bouchard est devenu premier ministre et vous êtes devenu le président de l'Assemblée nationale. Êtes-vous déçu? Quand il m'a appelé, j'étais en route pour... j'étais à Québec, j'étais de retour vers la maison, vers Belleuil, et puis je reçois un téléphone. Je suis pas nono, là, je sais que je connais bien Lucien, puis on se tutoie, puis depuis le temps, puis qu'on partage les mêmes points de vue. Fait que là, je m'attendais à ce que le téléphone-là va lui dire, bien écoute, je t'invite à faire partie de nos gouvernements. Non, il me demande d'être président de l'Assemblée nationale. J'ai su après coup qu'il l'avait demandé à quelques autres avant, mais qu'il avait refusé, dont François Gendron, puis il m'a dit un jour j'aurais dû accepter parce que tu as fait de cette job-là quelque chose de plus significatif ou de plus important que ça l'était avant. C'est bon. J'ai dit à Lucien, j'ai dit, écoute, tu me laisses-tu un peu de temps pour y penser? Il dit pas beaucoup. OK. Je dis, laisse-moi au moins, je te rappelle dans quelques minutes. Fait que là, j'appelle mon adjointe, Monique Bolduc, qui était de tous mes combats, qui a été mon organisatrice pendant toute ma vie politique. Et elle me dit, vas-y, accepte. J'ai accepté, puis je ne l'ai jamais regretté. Parce que finalement, en acceptant, j'ai réalisé rapidement que je devenais le numéro 3 de l'État québécois. Qu'être président de l'Assemblée nationale, c'est aussi être le patron de la diplomatie parlementaire du Québec. C'est la possibilité de faire des changements au plan de l'institution politique de démocratie représentative. Ça permet... Donc, j'avais... Et puis, pour la première fois, finalement, j'avais une responsabilité politique. Depuis Oxfam Québec, dans le fond, je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir une fonction majeure. J'ai été président de commission parlementaire. Là, on m'offrait d'être président de l'Assemblée. Puis, j'ai été 6 ans et demi président. Je pense que j'ai fait un certain nombre de grands changements, notamment sur la scène internationale. J'ai donné encore plus d'envergure aux relations internationales du Québec par l'Assemblée nationale. J'ai créé la Confédération parlementaire des Amériques. J'ai fait une réforme parlementaire. J'ai publié la première politique des relations internationales de l'Assemblée. Je pense que j'ai donné du panache au rôle de président, si bien qu'aujourd'hui, les gens veulent être président. Et j'ai proposé des règles, justement, parce que moi, j'ai été proposé par le premier ministre. Mais après ça, moi, j'ai dit, maintenant, on devrait élire le président, vraiment une élection. C'est-à-dire que les députés qui veulent être présidents puissent se présenter et pas que ce soit une patente organisée entre le premier ministre et le chef de l'opposition, tout ça. Ce qui avait été mon cas la première fois. C'est M. Bouchard qui a proposé à Daniel Johnson de juger que les libéraux avaient été réticents, puis finalement, Bouchard avait dit ça va être ça pareil. Fait que finalement, ils ont cassé, puis bon, je suis devenu président. Mais tout ça fait que, bon, ben, ces 6 années-là, j'ai pu me déployer puis faire des choses. J'avais l'impression qu'enfin, en politique, parce que dans le fond, on rentre en politique, pourquoi? Pour participer au changement, pour être sur la glace, pour jouer, pas pour être dans les tribunes, dans les premiers sièges des spectateurs, mais pour être sur la glace. Puis, alors, c'est ça qui est... et pour la première fois, donc,
ça m'a permis d'avoir une fonction disons, à la hauteur des ambitions légitimes que n'importe qui se lance en politique a, là. Quand vous regardez votre temps comme président, je sais que vous aviez plusieurs changements que vous vouliez effectuer, mais qu'est-ce qui vous a déçu dans votre démarche qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas allé là où vous vouliez? Disons, par exemple, le fameux bâillon. Ça a pris beaucoup de temps, parce que moi, j'avais négocié, j'avais menacé les deux partis que, finalement, s'ils n'acceptaient pas de propositions de modifier le règlement, je changerais la jurisprudence, puis je ferais en sorte que le bâillon, comme il était, où on pouvait voter 25 lois en quelques heures, la même journée, sans aucun débat à toute fin pratique, je dis ça, c'est fini. Puis ça, c'était pas un règlement de l'Assemblée nationale, c'était juste la jurisprudence. C'était une décision d'un ancien président qu'on avait fini par sacraliser. Moi, j'ai dit, il n'y a rien de sacré, c'est des décisions, on peut les renverser, puis en faire une nouvelle doctrine. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus... Même, il n'y a plus de bâillon véritable. Il y a des processus accélérés où tu peux faire voter une loi en une journée, mais il y a du temps pour les oppositions de s'exprimer, puis bon, etc. J'aurais aimé ça qu'on aille plus loin dans la réforme parlementaire. Il y a un certain nombre de propositions que j'ai faites qui ont fini par être acceptées. Par exemple, les pétitions, maintenant, il faut qu'on réponde aux pétitions, tout ça. Mais j'aurais aimé qu'on aille beaucoup plus loin qu'on est allé. Puis que, finalement, les gens se posent le problème, la question, on est dans une démocratie représentative. Comment on peut faire pour que les représentants des citoyens soient autre chose que, dans l'opinion publique, des plantes vertes? Que ça soit juste les faire-valoir des ministres et que, finalement, le Parlement, c'est l'affaire du premier ministre et de sa cour, puis de l'autre côté, du chef d'opposition puis sa cour, puis, ou des chefs de parti. Il faut que, si on veut que ça ait un sens, le Parlement, la démocratie représentative, il faut que les représentants du peuple aient plus de pouvoir. Mais en même temps, il y a un paradoxe. Tu peux pas, c'est le droit d'association, tu peux pas penser que tu peux avoir une vie politique sans parti politique. En 2003, vous commencez votre 6e mandat, mais de retour dans l'opposition. Et en 2005, étiez-vous surpris que Bernard Landry quitte? J'étais pas surpris parce que, finalement, je savais qu'il avait mis la barre un peu haute, mais dans les faits, je pensais qu'il avait réglé ça avec lui-même. Parce qu'à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Bernard Landry, après les élections de 2003, a annoncé qu'il quitterait. Après ça, il a changé d'idée. Mais entre les deux, il y a du monde qui ont commencé à s'activer, qui se positionner, Pauline Marois et d'autres qui voulaient devenir chef à sa place. Et puis quand il a décidé qu'il resterait, bien là, ça a créé beaucoup de malaise, d'ambiguïté, tout ça. Si on vient à l'arrière par rapport à la question, néanmoins, ma relation avec Landry était tendue, sauf qu'à un moment donné, je lui avais dit, bon, regarde, je vais être loyal, puis si tu gagnes, je vais être derrière toi. Je n'avais pas dit que je voterais pour lui, mais j'avais dit que je ne ferais pas campagne contre lui. Je n'ai pas fait de campagne contre lui à partir du moment où j'avais décidé ça. Mais il est arrivé avec le résultat. Puis à cet égard-là, j'ai été surpris dans le sens où, compte tenu de ce que je lui avais dit, puis que d'autres lui avaient dit qu'il ne ferait pas campagne pour lui, je pensais qu'il serait resté. Mais bon, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire il a considéré que c'était pas assez, puis des gens de son entourage aussi. Après ça, il l'a regretté, mais il était trop tard. De la même façon qu'il était trop tard pour, dans le fond, penser qu'il pouvait rester sans problème alors qu'il avait annoncé qu'il partait après l'élection de 2003. Tu sais, c'est 2 fois où si tu prends une décision, puis après ça, tu veux revenir en arrière, attends-toi pas à ce que ça soit facile, parce que ta décision première crée une dynamique particulière, puis renverser ça, c'est pas évident. Après le départ de Bernard Landry, vous avez appuyé Pauline Marois comme chef, mais le parti a choisi André Boisclair. Et Mme Marois a démissionné pas longtemps après, et vous aussi, pas trop longtemps après. Pourquoi avez-vous choisi le parti à ce moment-là, mis à part votre... Parce que j'étais
je me suis retrouvé un peu comme quand j'ai quitté en 89 ou quand j'ai eu le goût d'aller en Afrique. J'avais l'impression, puis que, bon, M. Parizeau est arrivé, puis qu'à ce moment-là, mais j'étais pas en si bon terme avec, pas plus qu'avec Johnson. Alors là, c'est clair que la chimie entre André Boisclair et moi, ça ne fonctionnait pas. On a essayé de pacifier ça un peu, mais tu sais, il m'a fait faire un procès au caucus, ça n'a pas passé. Puis je me voyais pas des années durant à être sur les banquettes, même dans l'opposition, même être un député vedette de l'opposition ou éventuellement à nouveau ministre un jour peut-être, avec André Boisclair, ça, pour moi, là, ça ne fonctionnait pas. Et pourtant, il y a des gens dans l'entourage d'André qui étaient proches de moi puis qui le sont encore. Et disons qu'on n'avait pas une bonne chimie. Puis moi, je pense que quand on est en politique, il faut être heureux un peu. Faut sentir que si on met du temps, des énergies, si on met une partie de... On dépense... On met notre vie personnelle, familiale dans la balance. Il faut au moins qu'on ait des conditions qui fassent que tu te sens sécure, tu te sens apprécié, tu te sens heureux. Mais si tu sens qu'avec ton chef, ça ne marche pas, puis que tu n'entreras pas le jour où ça va changer, moi, je ne peux pas imaginer qu'il partirait quelques années après. Fait que j'ai annoncé, après l'espèce de manifeste que j'avais publié, puis le procès, j'ai annoncé à l'été 2006 que je quitterais 30 ans, jour pour jour, après ma première élection. Donc, j'avais choisi de partir le 15 novembre 2006, 30 ans après ma première élection. Mesdames, Messieurs, j'annonce aujourd'hui, après une longue réflexion, que le 15 novembre prochain, jour anniversaire de ma première élection comme député à l'Assemblée nationale du Québec, je quitterai l'arène parlementaire et cesserai d'être le député de Bordua. 30 ans après mes débuts sur la scène politique québécoise et après 25 ans de vie parlementaire, le temps est venu pour moi de passer le bâton à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, finalement, André Boisclair est devenu chef de l'opposition officielle, ou même chef de la deuxième opposition. Et puis moi, j'avais appelé, à cette période-là, j'avais parlé à Claude Charron, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, je savais que j'aurais un revenu assuré après 25 ans de l'Assemblée nationale, mais je n'étais pas pour aller chez moi dans une chaise berçante, là. Puis je me suis dit, bon, mais je pourrais peut-être faire comme Charron. Et ironiquement, au mois de février 2007, Radio-Canada m'approche puis me propose le concept d'une émission pour les élections qui commencent, qui était une espèce aussi de confrontation. On avait appelé ça confrontation, qui s'est devenu le Club des Ex après. Puis là, les codes d'écoute à RDI, ça a monté. Alors, après l'élection, ils ont décidé qu'ils essaieraient de prolonger jusqu'au mois de juin. Puis après ça, ils sont revenus avec une proposition pour reprendre à l'automne pour la nouvelle saison. Puis j'ai fait 7 ans et demi à RDI au Club des Ex. Et puis, Est-ce que c'était aussi le fun, si on peut utiliser le mot, que ça a l'air en ondes? Pas tout le temps. Ça a été le fun les premières années. Ça a été moins le fun vers la fin. Puis je pense que ce qui a détérioré la situation, sans révéler les secrets du caucus du Club des Ex, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu la grève étudiante, c'était comme, les uns et les autres, c'est devenu plus, comment je pourrais dire, personnel. On prenait position, puis moi, j'étais le seul des trois à prendre position, plus en faveur des étudiants, les deux autres non, plus l'animateur qui... et puis, bon, Simon et moi, on a deux caractères, deux coqs, là, alors, tout ça. Donc, avec les années, il s'est développé des tensions. Et puis, finalement, le jour où il a fallu choisir, c'est correct. Radio-Canada a choisi son animateur qui était là. Et puis, moi, je n'avais pas vu de renouvellement. Puis, par la suite, Simon a pris sa retraite, puis ils ont changé tout ça. Puis, bon, Marie était partie, elle est revenue. En bout de piste, je trouve que finalement, ça s'est bien... les choses sont bien faites parce que c'est pas évident de faire une émission à tous les jours, une quotidienne. Puis moi, j'avais d'autres choses. C'est-à-dire, ma vie, c'était pas juste faire de la politique. Et ma vie, c'était pas juste faire de la télévision. J'étais prêt à en faire un bout.
Mais je faisais des conférences aussi. Puis Les arts martiaux. J'ai les arts martiaux. J'ai une école de Tai Chi pendant des années que j'ai encore. Et j'ai fait beaucoup de bénévolat pour des organismes. J'étais sur le conseil d'administration d'Oxfam. Je suis président de filiale d'Oxfam Québec. Je suis membre du conseil d'administration du groupe Femmes politiques et démocratie pour la parité homme-femme, du conseil d'administration du mouvement Démocratie nouvelle, de la réforme du mode de scrutin, etc. Bon, finalement, je voulais avoir du temps. Et puis, d'une certaine façon, le temps que j'ai récupéré m'a permis d'être plus impliqué dans d'autres affaires. Puis la formule a changé. Puis aujourd'hui, je vais vous dire, je serais incapable de faire avec cette nouvelle formule-là, parce que là, il faut que tu sois le midi, le soir, tout ça. Non. Mais en même temps, je reconnais que j'ai vu ça, là. Mon taux de notoriété a augmenté et resté très fort. Les gens me reconnaissent maintenant partout, puis ils me voient. Et dans le fond, le Club des Ex m'a rendu plus populaire ou plus connu que mes 25 ans en politique. Mais tout compte fait, ça a été une belle expérience. J'ai vécu ce que c'est être dans le médium le plus puissant qui est la télévision, oui, dans les coulisses de la télévision pendant 7 ans et demi, une quotidienne. Et puis, je fais encore de la radio parce que les gens m'invitent encore à faire des commentaires. Mais tu sais, j'ai plus une tribune. Les gens me disaient, oui, mais est-ce que tu t'ennuies de la politique? Mais quand j'étais au Club des Ex, je disais, écoutez, je ne suis plus sur la patinoire, mais je suis encore dans les estrades. Je regarde ce qui se passe à la patinoire, puis je commande. Je ne fais pas juste regarder le match. Je commande, j'ai un micro, puis j'ai une caméra, puis tu sais, je commente à bien du monde ce qui se passe sur la glace. Puis j'ai un parti pris pour une équipe. Alors, tu sais, d'une certaine façon, je restais encore dans l'univers politique. T'sais. Mais maintenant? Maintenant, est-ce que la politique vous manque? Non. Honnêtement, non. Ça me déprime profondément. Je regarde comment les choses évoluent. Je trouve parfois que ça évolue dans la mauvaise direction. Je trouve que, comme indépendantiste, je suis très déprimé parce que je trouve que, finalement, il y a comme une nouvelle dynamique qui s'est installée. Outre la déclaration de Parizeau dont on parlait tantôt, qui a été un moment négatif, il y a toute la question de la Charte des valeurs. Les libéraux ont lâché en cours de route, mais tous les autres ont signé un pacte que j'ai moi-même écrit sur la réforme du mode de scrutin qui fait que, en principe, les élections de 2018 devraient être les dernières avec le mode de scrutin actuel et qu'on aurait un mode de scrutin proportionnel, de type proportionnel mixte pour les élections de 2022. Ça, pour moi, c'est important parce que ça changerait la dynamique politique. On développerait une culture de collaboration. Les gens ont aimé la période des gouvernements minoritaires. Pourquoi? Parce que les gens sont obligés de faire des compromis. Et contrairement à ce que certains pensent, c'est pas le proportionnel à israélienne. Il y aurait un seuil minimum avant lesquels les partis pourraient être représentés ou pas. Et puis une dynamique de coalition où tu ne peux pas sortir de la coalition n'importe comment, n'importe quand. Alors, il y aurait une stabilité, mais en même temps, il y aurait des partis qui seraient obligés de mettre de l'eau dans leur vin puis de collaborer avec des... Et ça créerait une culture politique différente, comme celle qui existe dans des pays. Et la majorité des pays occidentaux évolués ont maintenant un mode de scrutin de type proportionnel. Ça veut dire que malgré tout, à cause de ce que je suis devenu, de la notoriété que j'ai développée, puis des relations que j'ai avec les uns et les autres, dans tous les camps, les gens me respectent. Alors, ça me permet parfois de tricoter des choses avec les uns et les autres pour les amener vers quelque chose de commun. Alors, si ce n'est pas un pays, peut-être que ce sera au moins un mode de scrutin nouveau qui créerait une nouvelle façon de faire de la politique au Québec. Là. Merci, M. Charbonneau. Merci, John.